Cette année, nous avons participé au dispositif du voyage d'études à Auschwitz. Lors de nos recherches aux archives départementales de l'Eure, nous avons découvert des documents sur plusieurs familles d'Hébreux dont les enfants ont été arrêtés en 1942. Notre professeur d'histoire a retrouvé la trace d'une enfant, Nicole Jalère. Elle vit actuellement aux États-Unis et a 81 ans. Il lui a écrit pour lui parler de nos recherches et cet hiver, à notre retour d'Auschwitz, elle nous avait répondu. En 1942 par les gendarmes à Montreuil-l'Argilais où mon papa était médecin. Il n'avait plus le droit d'exercer ses fonctions de médecin depuis les lois de 1940. À Auschwitz, sa connaissance de la langue allemande et son travail à l'infirmerie l'ont aidé à survivre jusqu'à la libération par les Russes en janvier 1945. Il est rentré en France, l'un des 4 survivants d'un convoi de 1000 déportés. À l'âge de 7 ans, j'ai été arrêtée en octobre 1943 par la Gestapo, chez les Hervieux qui m'avaient recueillie depuis le départ de mes parents, et lorsque j'étais à l'école. Je ne me souviens pas du nom de l'institutrice, mais René Trossard était le directeur de l'école. Dans la voiture qui me conduisait à la prison d'Évreux, nous nous sommes arrêtés à la ferme où la Gestapo recherchait quelqu'un. Cette personne n'a pas été trouvée et je n'en ai aucun détail. Je suis ensuite partie à Drancy, quelques jours plus tard, avec d'autres enfants que je ne connaissais pas. Là, j'ai eu l'immense chance d'être recueillie par les Etlins qui m'ont sauvé la vie jusqu'à notre libération en août 1944. Je suis toujours restée très proche d'eux et Madame Etlin est décédée dans sa 98e année en 2012. J'ai des contacts avec Claude Masson, que j'ai rencontré plusieurs fois, mais je n'ai pas de contact à Montreuil. Voici quelques détails de ma vie pendant la Seconde Guerre, avec mes sentiments distingués. Nicole Spinner, Jalère. Évreux, mai 2017. Madame Spinner, tout d'abord, nous voulions vous remercier de votre lettre. Nous sommes très reconnaissants de connaître ces détails de votre vie et nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous répondre. Parce qu'après tout, ce que vous avez vécu, vous savez que chaque minute compte dans votre vie. Nous sommes extrêmement admiratifs devant votre parcours semé d'embûches ineffables et celui de vos parents. Nous vous devons tout notre respect. Ça nous fait tout drôle de vous écrire. Vous êtes bien réel. En effet, avec nos camarades, nous avons fait des recherches aux archives départementales de l'Eure sur plusieurs familles déportées, dont la vôtre, et que vous nous répondiez fait prendre corps à ce qui ne semblait au départ qu'un travail scolaire supplémentaire. Nous savions que votre papa était médecin et qu'il est rentré d'Auschwitz. Peut-être a-t-il même eu le désagréable privilège d'exécuter ses fonctions auprès du docteur Mengele. De plus, nous avons fait des recherches concernant les lois de 1940. Nous avons lu aux archives que les Juifs avaient l'interdiction d'avoir des postes de radio, des bicyclettes, qu'ils n'avaient pas le droit de changer de résidence ou d'être hors de chez eux entre 20h et 6h, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller au parc, au musée, au cinéma, qu'ils n'avaient pas le droit de téléphoner. Mais comment avez-vous pu supporter cela? Quelle inhumanité! Quand nos parents interdisent la moitié du tiers de cette liste et que c'est justifié, nous crions au scandale. Par ailleurs, dans votre courrier, vous parlez d'enfants qui étaient avec vous à Drancy. Nous avons étudié le cas de la famille Rabinovitch grâce à des documents des archives de l'Eure. Et peut-être vous en connaissez sans le savoir certains noms. Une partie de la famille a aussi été transférée à Drancy et conduite à Auschwitz. Nous avons découvert qu'avant d'être arrêtés, les parents Rabinovitch, Ephraïm et Emma, tenaient une ferme au ventre, pas loin d'Évreux. Ils avaient 3 enfants, Isaac, Jacques, Myriam et Noémie. À l'époque, tous étaient étudiants.
En juillet 1942, leur fils et l'une de leurs filles, Noémie, ont été les premiers arrêtés dans la famille par des militaires allemands. Ils ont été conduits à la maison d'arrêt d'Évreux, puis à Rouen, puis enfin à Pithiviers, en attendant leur transfert dans les territoires occupés de l'Est européen. En septembre 1942, le père de la famille Rabinovitch a envoyé une lettre au préfet de l'Eure pour obtenir des nouvelles de ses enfants. Mais à cause de celle-ci, qui indiquait leur adresse, Ephraïm et Emma se sont fait arrêter en octobre 1942. Ils ont d'abord été transférés provisoirement dans le camp de Gaillon, puis à Drancy, afin d'attendre, eux aussi, d'être envoyés à l'est de l'Europe, à Auschwitz-Birkenau. Peut-être les parents Rabinovitch ont-ils été déportés par le même convoi que vos parents? Voilà ce que nous avons appris sur cette famille qui nous a accompagnés dans nos cœurs, ainsi que la vôtre, la famille Geller, lors de notre visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 18 janvier, nous avons découvert cet endroit froid et austère qui nous a tous, sans exception, saisis. Nous avons pu nous rendre compte à quel point vous aviez dû souffrir des conditions de détention. Les tonnes de cheveux dans les vitrines et les cellules étroites ont été pour nous les choses les plus atroces que nous avions vues dans notre vie. Juste marcher dans ces endroits pleins de fantômes était bouleversant pour nous, comme vous avez dû faire preuve de courage pendant toutes ces années. C'est à ce moment que nous avons réalisé que cette partie de l'histoire, apprise en classe, avait vraiment existé. Nous en avons appris beaucoup plus en quelques heures qu'en plusieurs années d'études. Nous espérons que cela ne se reproduira plus. Pourtant, il nous semble que notre monde ne tire pas de leçons de l'histoire. Comment va dégénérer le conflit syrien? Et Daesh, que cela va-t-il donner? Et la montée des extrémistes. Un camp contre les homosexuels n'existe-t-il pas en Tchétchénie? Pourquoi tant de haine contre des personnes dites différentes et qui ne le sont pas? Pour nous aider les générations futures, nous avons compris en Pologne que notre devoir était d'être maintenant des passeurs de mémoire. Passeur 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 de mémoire. Madame, merci Madame Spinner, née Jalère. Merci à travers votre lettre de témoigner à notre génération de toute cette folie. Cette folie qui un jour a été possible pour qu'elle ne le soit plus demain. Matérialiser l'existence des vies effacées est une chasse au trésor dans les dédales des lieux d'archives. Mais l'apparition d'un nom et d'une date sur un document donne corps à la réalité de l'existence d'un personnage. Il eut une vie au cours de laquelle il engagea ou subit une action. Le document d'archive est un instantané aussi révélateur qu'une photographie. À chacun ensuite d'ordonner les instantanés et les dérouler dans une histoire cohérente dont on pourra dire que c'est un reflet partiel d'une vie. Lélia Picabia.